Bonjour, bonjour. Donc le vent se lève. Je ne sais pas ce que ça dit des débats de cet après-midi, mais on l'entend. Bon, je commence. Bonjour à tous. C'est Catherine qui va commencer. Voilà. Donc moi je suis Catherine Sabat, donc je suis la déléguée générale d'Idéal, et qui est un institut de recherche et de formation. Et je vais vous parler du sujet qu'on nous a demandé dont on nous a demandé de faire l'introduction, donc loger, ça commence bien, les forces vives des territoires. Alors on verra ce que c'est que les forces vives. Mais voilà, juste pour vous dire d'où je peux parler de ça, en fait, à Idéal, on a demandé à des étudiants de Dauphine de travailler notamment sur le Pays Basque, sur cette question du rapport entre emploi, logement et des difficultés qu'il y avait à travailler quand on ne pouvait pas se loger. Et puis on a fait une série de 3 webinaires qui sont en ligne sur notre site, donc idéal.fr, et qui abordent ce sujet que nous on a baptisé plein emploi, plein logement. Alors pourquoi on a choisi ce slogan ? Parce qu'on avait un peu assez d'entendre des responsables politiques qui refusaient ou semblaient refuser de s'emparer de la question du logement, mettant en avant la question de l'emploi. Et donc on s'est dit ok, parlons d'emploi, et parler d'emploi, c'est parler de logement très très vite. Donc on répond aux deux en considérant qu'ils sont tellement liés que s'il n'y a pas de plein logement, eh bien il n'y aura pas de plein emploi. Et partant du fait aussi que si l'habitant fait le citoyen, il fait aussi le salarié ou le travailleur. Et si les ménages ne disposent pas d'un minimum de choix de logement, qu'on parle de moyens, qu'on parle de statut d'occupation, qu'on parle de géographie, les entreprises ne trouveront pas les salariés dont elles ont besoin, ni pour faire fonctionner les villes, ni pour assurer les emplois, les services publics et le développement économique dont elles ont besoin et qu'en général elles recherchent. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans ? Bon, le spatial mismatch, qui est une étude de la non-correspondance des marchés du logement et des marchés de l'emploi, c'est quelque chose que les chercheurs, les économistes documentent depuis pas mal de temps. Mais en fait, on s'est aperçu, en lisant la presse et sans pouvoir vraiment le documenter de manière rigoureuse pour l'instant, qu'il y avait beaucoup de remontées, de doléances de chefs d'entreprise qui disaient nous, on ne peut pas embaucher parce que nos salariés ne peuvent pas se loger, avec des situations très problématiques qui faisaient qu'il y avait des gens qui travaillent, mais qui sont logés en camping-car, dans des campings, dans leur voiture, dans des Airbnb qui payent un prix fou, etc. Donc une vraie question qui, pour l'instant, de ma connaissance en tout cas, n'est pas tout à fait quantifiée. Mais en tout cas, on l'entend. Et ce qu'on entend, c'est, avant on disait je ne peux pas me loger parce que je n'ai pas de CDI, et aujourd'hui on dit je ne peux pas travailler, avoir un CDI, avoir un CDD, avoir un emploi saisonnier parce que je n'ai pas de logement. Alors, c'est quoi décidément, on va essayer de... C'est quoi ce lien emploi-logement et pourquoi il est si important ? Parce qu'évidemment, on considère 2 piliers super importants de la vie. Donc, des piliers, on peut dire, qui émancipent, qui protègent, qui libèrent. Donc, travailler et habiter. Mais en fait, ce lien, il n'est pas juste une relation équilibrée. En tout cas, il ne l'a pas toujours été. Et c'est un attachement qui va... vraiment prend son sens d'attachement, d'attache. Et ce qui fit dans l'histoire dépendre le contrat d'habitation, le bail, le prêt, la possibilité d'habiter quelque part, du contrat de travail. Alors ça nous renvoie un peu loin, mais pas tant que ça. Des situations de fermage, de logement de fonction, mais dans le sens plutôt de paternalisme industriel que dans le sens davantage en nature, ce qui en était un aussi, on peut le considérer comme ça, du 19e siècle, avec un schéma dans lequel le patron fournissait à la fois le travail, mais l'école, la culture, la santé, etc., dans une forme de globalité qui était installée dans des cités ouvrières qui étaient parfois très très bien conçues, très très belles, etc. On pense au Familistère de Guise, évidemment, mais qui était aussi... un système qui faisait que c'était le travail qui donnait accès au reste et une forme d'achat aussi de la paix sociale. Et
dans ce schéma, évidemment, quand on perd son travail ou quand on décide de le quitter, eh bien, on perd aussi le reste. Et le reste, c'est le logement, extrêmement important, ce qui donne une liberté aux salariés qui est quand même un peu limitée. Alors, avec les lois Siegfried de fin du 19e sur le logement social, on a commencé à réfléchir sur la manière de distendre ce lien entre l'employeur et son employé, ou de le dissoudre en proposant de la propriété accessible aux classes ouvrières et puis après de la location, indépendamment de leur emploi et surtout donc de leur employeur. Et à partir de 1953, avec le 1% logement, aujourd'hui Action Logement, eh ben, l'idée c'était de fournir du logement aux salariés via une participation des entreprises, donc la fameuse PEC, la participation des entreprises à l'effort de construction, mais de manière mutualisée. Et là, on coupe le lien employé et employeur, enfin employeur et employé. Donc, les entreprises ont versé 1%, puis 0,45% de leur masse salariale, les entreprises de plus de 50 salariés, etc., etc. Donc, le lien de subordination, à partir de ce moment-là, il est coupé. Et on est passé d'une structure paternaliste ou d'un système paternaliste à un système paritaire, donc qui a l'air quand même beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, ce système paritaire fonctionne quand même moins bien et on est dans une organisation collective qui permet de construire du logement, certes, mais pas forcément toujours au bon endroit, pas forcément pour les bons publics et pas forcément assez. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est Laetitia qui va continuer pour expliquer ce qui se passe au niveau du territoire, ici en particulier. Effectivement, je vais poursuivre. Avant, je vais faire un petit pas de côté parce que moi, ce qui m'a interpellée dans l'intitulé de la table ronde, c'est « Qu'est-ce qu'une force vive ?» En fait, je me suis interrogée sur en fait, c'est quoi les forces vives d'un territoire ? Et en recherchant dans les travaux et les réflexions qui avaient été menées par les élus du schéma de cohérence territoriale, donc je vais vraiment parler d'un point de vue très local, donc qui concerne le Pays Basque et le Seignanx, mais en essayant de voir en fait en quoi ça peut être une contribution peut-être aux réflexions et en particulier à la table ronde qui viendra juste après. Dans l'expression de nos élus, il me semble que en fait, ce qui s'est dégagé comme étant des forces vives, ce sont les acteurs et les ressources qui contribuent activement au dynamisme, alors certes économique, mais également culturel, social, environnemental en fait du territoire et qui contribuent à sa résilience. De fait, ça pose quelques questions de fond. C'est finalement une personne âgée, on a un enjeu, nous par exemple, autour de la langue basque, des locuteurs basques sur un territoire, avec cette définition, sont des contributeurs et donc de fait sont forcément des forces vives du territoire. Et de la même manière, on pourrait questionner, et n'y voyez aucune ironie, un trader qui travaille avec l'Asie depuis Saint-Jean-de-Luz et qui va 2 fois par mois à Paris, est-il une force vive ? Je pense. Et la question est qui décide de ce qui est une force vive. Bon, passer ce petit pas de côté, on peut se dire quand même que la crise sanitaire, elle nous a montré ce qu'étaient les forces vives d'un territoire, entre autres dans un cadre d'un choc particulier. Il se trouve que dans les travaux du schéma de cohérence territoriale, on parle beaucoup de résilience. Et au regard des perspectives climatiques et de la raréfaction des ressources, nos élus ont fait émerger un questionnement de fond autour de la capacité de résilience de notre écosystème économique. Et c'est de ce point de vue-là que je vais aborder le sujet. On a donc réuni des chefs d'entreprise du territoire pour tester avec eux, en fait, quels étaient les chocs qu'ils identifiaient sur le territoire comme pouvant en fait, limiter leur développement, voire leur activité. On avait listé un certain nombre de chocs. Des chocs réglementaires, les chocs en approvisionnement. On pensait beaucoup aux chocs en approvisionnement, de fait, puisqu'on est essentiellement tributaire de produits qu'on importe, et puis de logistique, des chocs technologiques et des chocs liés à la demande. Et en fait, alors oui, on a eu le choc sur l'approvisionnement. Mais ce qui est revenu de manière systématique, c'est un choc de ressources humaines et qui n'était pas lié à la formation. La formation est venue aussi, les compétences, mais le logement des salariés. Donc, finalement, ça recroise
une problématique que sur ce territoire nous connaissons assez bien, puisque ça n'est pas nouveau, cette question de crise du logement. Vous l'avez évoqué très bien en fait toute cette matinée. Oui, effectivement, et le problème c'est qu'elle ne cesse de s'aggraver. Donc en fait, on est en train d'être dans un système qui se contracte, et finalement c'est l'ensemble d'un projet de société en fait qui est mis en difficulté par cette contraction. En effet, les prix pratiqués sur notre territoire sont déconnectés de la réalité des revenus. Et là, je vais remercier l'agence d'urbanisme qui, en vue de cette intervention aujourd'hui, a essayé d'identifier en fait un certain nombre de données. Je vais vous donner quelques chiffres. Au regard des revenus des ménages de notre territoire, donc sur le Pays Basque et le Seignanx, le budget médian, un budget théorique, pour accéder à la propriété sur notre territoire au regard de nos ménages, en fait, c'est 173 000 euros et c'est 117 000 euros si on est un primo-accédant. Et donc, c'est le budget médian. Et quand on voit les prix qui sont pratiqués sur le territoire en 2023, en fait, et qu'on considère également les prix médians de ces biens, 30% des ménages pourraient effectivement accéder à un appartement ancien parce que le prix médian est de 155 000 euros. Et ensuite, pour un appartement neuf ou une maison ancienne, on est à moins de 10% des ménages de notre territoire. Je pourrais vous faire exactement la même démonstration sur la question de la location. Le raisonnement est exactement le même. Ce qui est encore plus grave avec la location, c'est que ces situations conduisent les locataires à rogner fortement sur leur reste à vivre, puisque en l'occurrence, il y a moins de sas en fait pour leur profil. En bref, en fait, les revenus du travail sur notre territoire ne permettent plus aux habitants de se loger décemment. C'est une situation qui est alarmante. Elle est vraie sur ce territoire, elle est vraie ailleurs. Ça questionne le projet que nous avons pour notre société. Ça pose la question de la valeur travail, parce que si eux ne peuvent pas se loger, qui peut se loger ? A priori, donc, il faut du patrimoine pour pouvoir se loger sur ce territoire. Et on identifie assez bien les effets négatifs. J'aurais envie de vous poser la question, à qui profite cette situation ? On verra si peut-être au cours de la table ronde, la réponse peut être apportée. En tout cas, ces forces vives, elles travaillent pour des entreprises, et la nouveauté par rapport à la situation historique et à son évolution que je décrivais juste avant, c'est qu'on retrouve aujourd'hui des initiatives d'entreprises, de patrons et même de collectivités qui réfléchissent à la manière de loger leurs travailleurs. Donc, pas les travailleurs, c'est leurs travailleurs, leurs employés, leurs salariés. Donc, je le disais, on ne peut pas vraiment le documenter, mais vraiment, ça ressort à travers la presse, un peu sur tout le territoire, beaucoup dans des territoires de réindustrialisation, je vais y revenir, et donc des doléances et puis des solutions qui émergent de ci, de là. La question, c'est est-ce que les entreprises ont vocation à participer au logement de leurs salariés ? Est-ce qu'elles sont légitimes pour le faire ? Quels moyens elles ont pour le faire ? Et puis, est-ce que ce n'est pas porteur de risques, et de quels risques ? Est-ce qu'elles doivent s'en mêler ? Finalement, on peut considérer aujourd'hui que les entreprises, elles se mêlent de transport, elles se mêlent de santé, elles se mêlent d'alimentation. Il y a des tickets resto, des mutuelles, participation aux frais de transport, etc. Donc, pourquoi pas se mêler de logement ? Mais elles le font déjà. Elles le font déjà via leur participation à l'APEC, et puis pour les plus petites, à d'autres structures. Donc, voilà. Est-ce que finalement, je dois, moi, m'occuper de la situation privée du salarié, le logement ? Est-ce que c'est un sujet privé ou une affaire publique ? Ces ingérences directes, comment elles se manifestent ? Alors, il y a des entreprises qui achètent des logements.
qui les louent à leurs salariés. Il y a des entreprises qui se transforment en foncières, donc à une échelle un peu plus grande. Il y a des entreprises qui aident à la location. Il y a des entreprises qui aident à bonifier les prêts. Et il y a même une banque qui s'appelle la Sofiap, qui est une filiale de la SNCF et de la Poste, qui est une ancienne structure financière qui s'est un peu reconvertie sur ce marché, puisque ça devient un marché. Donc les entreprises sont adhérentes à la Sofiap, et la Sofiap bonifie des prêts. Sauf que quand le salarié change de travail, son prêt, évidemment, la bonification, elle disparaît. Donc on retrouve un peu le lien dont on parlait tout à l'heure, qui n'est pas forcément très bénéfique. Pourquoi les entreprises le font ? C'est évidemment pas par bonté d'âme, c'est, enfin peut-être certaines, mais c'est aussi pour recruter des salariés, sinon elles ne peuvent pas, elles en ont besoin de ces salariés. Et puis faire aussi de cet avantage une marque employeur. C'est un plus dans le package avec la voiture de fonction, avec d'autres avantages. Et ça permet à la fois de recruter peut-être les meilleurs, peut-être que c'est de bonne guerre, mais aussi de les choisir. Et par exemple, j'avais un exemple d'une entreprise qui disait à ses salariés « Ok, vous bénéficiez d'une bonification du prêt par la Sofiap si vous en avez besoin, mais il ne faut pas que vous habitiez à plus de 30 minutes de l'entreprise. » Donc, il y a aussi un choix qui se fait comme ça et une limitation, déjà que les salariés n'ont pas trop le choix, mais en plus, l'entreprise qui les aide leur limite encore un peu le choix. Alors, qui est-ce qui le fait ? Des entreprises privées. On a la PHP, Assistance publique hôpitaux de Paris, qui, après le Covid, s'est aperçu qu'il y avait une désertion de son personnel hospitalier, donc les moins payés, ceux qui avaient des horaires les plus difficiles et qui étaient quand même obligés de se loger en centre-ville parce qu'avec des conditions d'accès enfin, démarrage tôt ou travail tardif, plus garde, etc., etc. Donc il fallait qu'ils soient près des hôpitaux, donc il fallait fournir du logement. Des entreprises, donc, je disais, qui sont désormais aidées par la Sofiap, donc ça se généralise et ça paraît presque légitime. C'est ça peut-être qu'il faut se poser comme question. Est-ce que finalement ce risque, est-ce qu'il est vraiment perçu par tout le monde ? Qui aimerait le faire ? Donc, qui le fait ? Qui aimerait le faire ? Alors, c'est pas encore très clair non plus, mais il y a eu des rapports parlementaires. Je pense à un rapport du député de Paris, David Amiel, et puis d'un autre député qui s'appelle Da Silva, qui ont l'un préconisé en fait une clause de fonction pour les agents de l'État dans le logement social, et puis l'usufruit locatif employeur qui permet à un employeur en fait de sous-louer du logement social pour ses salariés. Donc voilà, ça vient dans des documents officiels portés par des parlementaires, etc. Donc un sujet qui semble prendre de l'ampleur et qui paraît légitime parce que finalement, ça paraît être une solution. L'idée que ça rétablisse le lien de subordination entre l'employeur et l'employé, ça n'a pas l'air de gêner grand monde. Alors, la question, c'est peut-être une des pistes à suivre, c'est est-ce que la collectivité a un rôle à jouer là-dedans et comment, lequel ? Est-ce que une manière de répondre ne serait pas d'imaginer, de réfléchir des politiques publiques qui sont en silo. On parlait beaucoup de silos ce matin, mais en tout cas entre les politiques de l'emploi et les politiques de l'habitat, il n'y a pas forcément, même s'il y a des PLH et même s'il y a des documents d'urbanisme, etc., mais il n'y a pas forcément des planifications qui se répondent. Et je pense par exemple à Dunkerque. Dunkerque, territoire de réindustrialisation, 34 000 emplois prévus d'ici à 2030. Donc 34 000 emplois, ça fait combien de personnes qui arrivent ? Et surtout, qui sont ces personnes ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir pour construire les gigafactories. Ensuite, il y a des gens qui vont venir pour les faire fonctionner. Est-ce que c'est des gens des territoires ? Est-ce que c'est des gens qui arrivent d'ailleurs ? À Dieppe, construction de l'EPR, donc des techniciens super spécialisés qui vont arriver pour un temps limité. Donc qu'est-ce qu'on construit comme logement ? Des logements familiaux, des petits logements, des logements temporaires. Et finalement, est-ce que la collectivité, ou comment la collectivité, tu vas peut-être y répondre, peut réfléchir avec les entreprises, avec les acteurs du territoire, pour essayer de trouver des solutions, mais surtout d'anticiper des solutions pour ne pas se trouver
le dos au mur, ou pas le dos au mur, le nez au mur plutôt, quand les choses arrivent. Depuis les territoires, nous, on a un territoire sur lequel, effectivement, il y a aussi des entreprises celles qui alertent parmi elles. Il y en a qui s'engagent justement pour, effectivement, produire du logement pour leurs salariés. Tu nous invites à la vigilance et à nous... Parce que c'est vrai que l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc il faut sans doute être très regardant, mais c'est vrai que dans l'urgence, en fait, il y a peut-être à se poser la question de comment faire. C'est vrai qu'au sein des réflexions, là je relève plutôt les réflexions des élus du syndicat du SCOT, les convictions qui se sont dégagées, alors ils n'ont pas forcément traité ce sujet avec cette clé d'entrée, mais de toute façon, tous leurs propos portent sur la nécessité effectivement de renforcer l'action publique et en particulier l'action publique locale parce qu'elle est la seule garante en fait de l'intérêt général. Donc aujourd'hui, ça reste vraiment l'outil. On ne peut pas continuer à mutualiser en fait les déficits et privatiser les bénéfices. Sauf que l'action publique et à travers elle les collectivités, nos collectivités locales, elles ne peuvent pas tout. Mais elles ne sont pas seules, puisqu'on voit que des chefs d'entreprise se préoccupent de cette question. Et en fait, ça veut dire qu'ils sont peut-être prêts aussi à rentrer dans le jeu. Et on doit peut-être revoir nos façons de travailler. On doit créer de nouveaux partenariats. On doit renouveler en fait notre façon d'avoir une forme de réciprocité négociée. On sait qu'on a un problème et que c'est anxiogène. Voilà, c'était quand même ce matin l'introduction. Donc peut-être il faut qu'on réfléchisse tous ensemble aux solutions et à leur mise en œuvre, en impliquant ensemble des opérateurs, les opérateurs publics et privés, mais également la société civile, mais également les chefs d'entreprise, les acteurs économiques dans toute leur diversité, les représentants des salariés. On a la chance sur notre territoire, au Pays Basque, d'avoir une société civile qui est très, très vivace, très active. Il faut admettre aussi qu'il faut pouvoir différencier les politiques, parce que les solutions pour Bunus et le Pays Basque intérieur vont pas être les mêmes que pour Biarritz et le littoral. Et que même à l'échelle d'une collectivité comme la communauté Pays Basque, à l'échelle de notre SCOT, à l'échelle du sud aquitain, en réalité, il va falloir pouvoir différencier. Et ça aussi, c'est par le local qu'on peut le réussir. En tout cas, c'est le pari qu'on a envie de prendre. Je pense qu'en fait, certains parleront d'agilité, de fertilisation croisée. J'entends même parler de permaculture institutionnelle. En fait, c'est quoi ? C'est comment est-ce qu'on recrée les conditions du dialogue ? On en a plus que jamais besoin de cohésion territoriale. Nous, on est schéma de cohérence territoriale. Je rêverais que ce soit de la cohésion dont on parle, parce que je crois que fondamentalement, c'est le sujet du moment. On ergote, on sourit sur le fait qu'on n'a pas de gouvernement. C'est peut-être une solution pour le local, au final. Ce qui est vrai sur cette question du logement, c'est vrai sur beaucoup d'autres sujets qui questionnent nos projets de société. Et si c'est pour revenir sur le Pays Basque et le Seignanx, au moins pour le Pays Basque, il bénéficie d'un capital social qui est extrêmement puissant. C'est un atout. Et je pense que les territoires, ce qu'ils ont à gagner, c'est de travailler à partir de leurs atouts. Et voilà, c'était un peu notre conclusion. Merci. Merci.